Bonjour à tous, bienvenue dans Historia Universalis, l'émission qui vous parle d'histoire politique. Aujourd'hui dans Historia Universalis, une petite émission spéciale de synthèse pour marquer la fin de cette saison consacrée à Athènes. Résumons, après 11 épisodes, on a vu comment Athènes est passée de l'âge archaïque, sous la domination d'une oligarchie aristocratique, jusqu'au IVe siècle, au moment où s'installent les royaumes helléniques et où la démocratie a atteint sa maturité. Entre ces deux périodes, il s'est passé beaucoup d'événements, donc on va essayer de les résumer rapidement. Déjà, ce qui est important, c'était les luttes sociales au sein de la cité, tout ce qui est le combat entre les démocrates et les oligarques. On voit à partir des premiers épisodes que le problème qui se pose, c'est le niveau d'inégalité dans la cité. Il y a une oligarchie qui tient à Athènes et qui est extrêmement forte et brutale, et la démocratie, finalement, c'est une construction de la lutte sociale pour se protéger contre l'oligarchie, contre le pouvoir de l'oligarchie. C'est pas tellement un problème qu'il y ait une oligarchie, c'est plus que le niveau d'inégalité est atteint un tel niveau que finalement, c'est plus vivable. On est quasiment au bord de la guerre civile parce que l'oligarchie contrôle tout le système socio-économique, qu'elle finit par prendre le contrôle du pouvoir politique et qu'elle impose des lois qui sont tellement injustes, la réduction en esclavage de tous les gens pour dette, qu'on se retrouve finalement dans une cité où il y a une très petite oligarchie entourée d'esclaves. Le travail libre a complètement disparu au profit seulement de la production par le capital. Le capital, en l'occurrence, ce sont des êtres humains, c'est une main-d'œuvre servile. La révolution se fait donc dans la cité pour un système qui protège les citoyens contre les injustices de l'oligarchie. Cette oligarchie, ses caractéristiques, c'est qu'elle développe sa propre idéologie, nous sommes les meilleurs. Vous avez vu que c'est un gimmick récurrent tout au long de l'émission. Les aristocrates se disent toujours les meilleurs. Donc ils définissent eux-mêmes ce que ça veut dire qu'être les meilleurs, forcément, pour que ça matche avec ce que eux ils sont. Donc forcément, on va mettre l'accent sur les qualités guerrières, sur la richesse, la possession de domaines, et puis l'implication civique, puisque c'est eux, comme ils ont des esclaves, qui ont le temps de se consacrer à la cité. C'est aussi une classe qui se reproduit socialement, ça c'est un concept de Bourdieu, la reproduction sociale, et de génération en génération. Donc les meilleurs sont toujours les meilleurs. Finalement, il n'y a pas vraiment de meilleurs, il n'y a que des gens qui sont mieux préparés dans la vie et qui partent avec un plus grand capital. Ce qui amène sur le problème des inégalités, donc le problème principal que pose l'oligarchie, c'est qu'elle est de plus en plus prédatrice des richesses, elle capte les terres des moyens et des petits paysans pour les intégrer dans des grands domaines, en détruisant complètement au passage l'économie et les équilibres de la société athénienne. Le système atteint son point de crise quand les inégalités deviennent trop importantes, au point que un aristocrate opportuniste, Pisistrate, finit par s'allier avec les gens pauvres du peuple qui se sont réfugiés dans les montagnes et à renverser l'oligarchie. Bonne pioche pour Athènes, Pisistrate est plutôt un bon tyran, dans le sens où il va essayer de réformer la cité, notamment en redonnant des terres aux paysans pauvres, en faisant des distributions monétaires et des distributions de céréales aux citoyens, et il essaie de priver l'oligarchie du pouvoir qu'elle avait jusque-là exercé, afin d'assurer l'équilibre dans la cité. Il arrive à le faire parce qu'il a essentiellement des mines d'argent en Thrace et dans l'Attique qui lui permettent d'avoir une masse monétaire suffisante. Il a assez de capital finalement pour pouvoir contrôler le reste des oligarques. Le problème qui se pose avec la tyrannie, c'est quand le tyran essaie de transformer son régime en régime héréditaire. Et là, ça passe très mal, et aussi bien les citoyens que les aristocrates finissent par zigouiller ses descendants, donc Hippias et Hipparque. À ce moment-là s'achève la transition vers la démocratie, dont les conditions ont été permises par la tyrannie de Pisistrate. En effet, grâce à lui, il y a une classe moyenne de gens impliqués et prêts à se battre pour défendre leurs droits et pour défendre leur autonomie contre l'oligarchie. Là, vous avez la réforme de Clisthène, notamment, qui permet de donner à cette lutte sociale un débouché institutionnel. Donc ce débouché, évidemment, c'est la création dans le système des dèmes, des systèmes des tribus, d'une démocratie locale. Au niveau local, les citoyens sont là pour surveiller les aristocrates qui ne peuvent plus tyranniser une petite partie de l'Attique, comme ils le faisaient auparavant. La démocratie, comme on l'a vu, ce n'est pas le pouvoir du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir des communautés, les dèmes, organisés en tribus, organisés au niveau local en assemblée avec un magistrat, qui se mettent ensemble, dans un ensemble plus grand, pour empêcher les aristocrates, qui autrement pourraient détourner ce système, de peser trop fort sur le pouvoir politique. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir des communautés organisées
et qui permettent au peuple en lutte de résister à l'oligarchie. De là, la notion d'équilibre civique. Donc ça, c'est important à comprendre, c'est que dans la démocratie athénienne, les factions populaires n'ont pas juste décidé de détruire les oligarques. Elles ont passé une forme de compromis avec eux. Donc vous avez toujours un élément oligarchique qui persiste tout au long de l'histoire d'Athènes, mais la démocratie, elle est constituée à la fois d'un élément oligarchique, mais aussi d'un élément populaire. Ça, c'est l'importance, c'est que le peuple peut peser au niveau local, dans l'édème, grâce à ses assemblées, sur les oligarques. Généralement, ils ne sont pas suffisamment puissants pour réussir à dominer toute une tribu ou toute une zone de l'Attique. Ensuite, dans les institutions, il y a à la fois un élément électif, donc les stratèges, qui sont un élément aristocratique. L'élection est un élément aristocratique, tandis que le tirage au sort est l'élément démocratique. Les stratèges, donc qui représentent essentiellement des aristocrates, ce sont presque toujours des aristocrates, et d'un autre côté, vous avez les assemblées et les tribunaux, où le tirage au sort est plutôt la règle. Le tirage au sort, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du système, il se comprend seulement dans un ensemble d'équilibres assez complexe. Donc, à la fois pour le tirage au sort des bouleutes et le tirage au sort des héliastes pour les tribunaux. C'est pas en soi une solution magique, mais elle a plusieurs vertus, notamment le fait que les citoyens aient tous une éducation civique importante, parce qu'ils participent tous aux affaires de la cité, que ce soit au niveau de leur dème ou au niveau de l'ensemble de la cité. Point d'équilibre idéologique du régime, l'isonomie est une notion qui est révolutionnaire dans la mesure où l'égalité entre les hommes, donc une notion apparemment venue de l'Orient, vient changer notamment l'idéologie grecque extrêmement forte qu'un individu puissant peut dominer tous les autres. Ça, c'est une révolution dans l'histoire de la pensée. L'idée que tous les hommes puissent avoir les mêmes droits et partager le pouvoir politique, c'est quelque chose qui n'était pas possible, par exemple à la période archaïque, où seule qu'une petite minorité d'oligarques très puissants partageaient ensemble le pouvoir. Donc c'est vraiment l'élément idéologique fondamental du nouveau régime. C'est la base de ce qu'on appelle l'ecclésia, l'assemblée, où tout le monde peut prendre la parole et s'exprimer et faire voter des lois sans aucune limitation de classe ou de privilèges. Troisième partie, l'impérialisme. Si je vous ai parlé des guerres médiques dans l'émission, c'est pour que vous compreniez bien l'influence des relations extérieures sur la situation à l'intérieur de la cité. En effet, c'est le point de départ d'une union entre les différentes factions à l'intérieur de la cité, démocrates, oligarques, un consensus dans la guerre contre les Perses. À ce moment-là, juste avant les guerres médiques, il y avait une réaction oligarchique contre la faction démocrate. Donc après la réforme de Clisthène, l'oligarchie était sur le point de reprendre le pouvoir. Or, les guerres médiques amènent une transformation importante puisque le peuple prend les armes directement, notamment la flotte athénienne se constitue. Et c'est grâce à ça que le peuple arrive à trouver le soutien qui lui permet de maintenir la démocratie tout au long du 5e siècle et par la suite. Ça permet à la démocratie de s'installer en se constituant une classe sociale qui la défend contre les coups d'État de l'oligarchie. L'impérialisme, c'est aussi une manière de détourner l'oligarchie vers des préoccupations extérieures, notamment puisque les oligarques vont courir après le prestige, après le butin, et pas forcément chercher juste à constituer des gros lopins de terre dans l'Attique. En gros, au lieu d'être des fermiers, ils deviennent un peu des aventuriers. Ça permet de détourner un certain nombre d'énergie vers l'extérieur. Cette aristocratie, elle a une idéologie très puissante qui est celle qu'un seul homme, ou plusieurs, un petit groupe, peut dominer un grand nombre. Et évidemment, cette idéologie-là va se retrouver dans la politique extérieure d'Athènes au moment où les aristocrates, qui sont généralement stratèges de la démocratie, mènent des expéditions contre les Perses ou contre les autres Grecs. Il faut bien comprendre cette notion-là de liberté, qui est finalement très aristocratique, et qui vient de ces valeurs-là, qui est utilisée pour dominer un grand nombre, et qui finalement finit aussi par contaminer ceux qui participent à ces expéditions, notamment chez les têtes, qui sont marins dans la flotte. Et qui bénéficient directement de ce système. Eux aussi, ça leur permet d'avoir une retraite, ça leur permet d'avoir peut-être un petit lopin de terre au retour dans l'Attique, une partie du butin, et donc d'améliorer leur situation économique. Le fait qu'il y ait beaucoup de butin qui soit fait à l'étranger, ça creuse les inégalités dans la cité, et ça renforce aussi les inégalités au sein de l'oligarchie. C'est-à-dire que vous avez quelques oligarques très puissants qui finissent par se débarrasser des autres.
ceux qui étaient restés sur leur terre, à cultiver leur terre, finalement ils se retrouvent plus faibles que ceux qui passent leur temps à aller raser la mer Égée et à se goinfrer de butin, ou à tirer de l'argent des colonies athéniennes. Le problème à l'extérieur de l'impérialisme athénien, c'est qu'il finit par liguer contre la cité l'ensemble des autres cités grecques. Ça finit par déstabiliser le système international. Or, si le système international s'unit contre Athènes, Athènes se retrouve à faire la guerre à tout le monde. Et c'est le problème tout au long du 5e siècle, dès les guerres du milieu du 5e siècle, ce que moi j'appelle la première guerre du Péloponnèse, et puis au cours de la seconde finalement, où la cité finit par se faire complètement raser parce que tout le monde lui fait la guerre. Est-ce que Athènes aura les moyens de faire ce que fera plus tard Rome? De fait, l'histoire a dit non. Ça n'a pas été possible. Les Athéniens ont réussi à conquérir à peu près la mer Égée, mais ils ont complètement échoué, par exemple, à aller conquérir la Sicile, ou autre. Parce qu'ils n'ont pas été très stratégiques, ils étaient un petit peu plus puissants que les autres, peut-être pas suffisamment, notamment d'un point de vue démographique, ils n'étaient peut-être pas assez nombreux, pour aller par exemple défier à la fois les Spartiates, les Thébains, les Perses. Bon, ils étaient aussi dans un contexte difficile, puisqu'ils se trouvent à un endroit où vous avez la superpuissance perse, qui est redoutable, et qui n'hésite pas à arroser d'or les autres Grecs pour se combattre contre Athènes. En tout cas, Athènes échoue complètement à créer un empire en Méditerranée. Il faudra attendre les Romains pour que cela se fasse. La cité finit la guerre du Péloponnèse dans un état critique, est rasée et est à 2 doigts du rétablissement de l'oligarchie. Le IVe siècle permet notamment aux Athéniens de faire le travail critique de leurs excès au 5e, notamment avec ce problème de la volonté populaire, donc dans la démocratie radicale, la volonté populaire qui n'a pas de limite. C'est l'idée qu'en fait, la volonté populaire doit voter des lois et qu'elle-même, elle doit se soumettre à ces lois. Donc il y a une limitation du pouvoir, la nécessité de créer éventuellement des contre-pouvoirs avec le graphé paranomon pour restreindre les excès. Le IVe siècle permet de faire mûrir cette idée dans les sociétés grecques, notamment de la mise en place de contre-pouvoirs et d'une limitation de ce que doit être la démocratie, afin qu'elle ne se dévore pas elle-même par ses excès. Il faut beaucoup de courage aux Athéniens pour remonter la pente au IVe siècle, mais dans l'ensemble, il y a un mythe du déclin qui est porté par un certain nombre d'historiens. Dans l'ensemble, la cité s'en sort remarquablement bien. Les équilibres finissent par revenir, il y a moins d'inégalités, il y a des systèmes de redistribution de richesses qui se mettent en place, et finalement les Athéniens parviennent, essentiellement en travaillant sur tout ce qui est rétablir leur fiscalité, à se redonner une puissance à la hauteur de leurs moyens au IVe siècle, notamment en reformant une seconde confédération avec des alliés, cette fois sur un rapport qui est plus celui de l'hégémonie, mais qui est sur celui du partenariat. Donc il y a une confiance réciproque qui se maintient. Malheureusement pour Athènes, avant qu'elle ait pu recréer son empire, arrive la nation macédonienne. Donc les Macédoniens, par la suite, vont conquérir presque toute la Grèce, puisqu'ils ne vont pas conquérir Athènes, et un certain nombre de cités du Péloponnèse. Ils s'arrêtent à peu près en Béotie, détruisent Thèbes, notamment. Thèbes et Sparte finissent par être des petits tas de ruines, alors qu'Athènes est toujours une démocratie prospère. Les Macédoniens vont conquérir toute la Perse et fonder ce qu'on appelle les royaumes hellénistiques. Donc en Égypte, toujours en Macédoine, en Perse, où là, vous aurez l'empire séleucide qui va se créer, l'empire ptolémaïque en Égypte, et j'ai oublié les autres dynasties, mais il y a aussi le royaume de Pergame qui va se créer en Asie mineure et qui sera un partenaire important de l'Empire romain. Mais en tout cas, ils ont créé de grandes entités étatiques qui se sont divisées après la mort d'Alexandre. Mais ces royaumes-là, ils s'étendront plus jamais, ils vont même plutôt avoir tendance à se réduire, puisqu'ils vont passer leur temps à se battre entre eux. Pendant ce temps, à l'ouest, vous allez avoir un nouvel acteur qui va entrer en jeu, qui s'appelle la République romaine. L'héritage d'Athènes, on va surtout le retrouver dans l'histoire de la pensée et des idées. Donc dans le développement du stoïcisme, de l'épicurisme, dans les doctrines d'Aristote, de Platon, reprises notamment de Socrate. En gros, dans tout le mouvement critique de la démocratie, et dans tout le mouvement qui est aussi critique de cette pensée aristocratique de la liberté absolue. Tout ce courant de pensée, il va se perpétuer au IVe, au IIIe et au IIe siècle, jusqu'à l'invasion romaine, et se transmettre aux nouveaux envahisseurs. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette émission.
Je sais que le format est long et difficile d'accès. Bon, j'ai voulu faire quelque chose d'assez exigeant. N'hésitez pas à me faire remonter vos commentaires sur le fond. Je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez, sur le fond et sur la forme, hein, bien sûr. Également, je suis en train de travailler sur la suite, donc j'aimerais travailler sur... J'ai plein de projets, mais je vais faire la République romaine, clairement, ce semestre-ci, je pense. Vous l'aurez au moins pour cet été, je pense. Là, Athènes, il m'a fallu 6 mois de travail, donc il m'en faudra probablement autant pour la République romaine. J'ai commencé à faire mes lectures, donc j'ai déjà un certain nombre d'éléments sur le fond. Reste à tout écrire, ce qui peut prendre un certain temps. Reste également à réaliser, ce qui risque d'en prendre un peu plus, d'autant que j'ai l'ambition de vous faire des choses encore plus sympas, avec des animations un petit peu plus développées. Parce que là, j'apprends en même temps que je réalise ces Historia Universalis. Parmi les autres sujets que j'aimerais traiter, j'aimerais beaucoup m'intéresser à l'histoire du travail et du capitalisme, hein. Je pense que vous avez compris que c'était au cœur de l'émission. C'est pour ça que je fais une émission d'histoire politique, pas juste une émission d'histoire. Je m'intéresse beaucoup aux mécanismes sociaux, économiques, à l'évolution du droit. Voilà, donc j'essaie d'avoir une approche un peu interdisciplinaire. Je sais que le format est hardcore, hein, si vous n'arrivez pas tous à suivre, j'en suis désolé. Vraiment, dites-moi et j'essaierai d'expliciter les choses, de faire les choses plus simples. Parmi les sujets que je voulais aborder, il y a la naissance du capitalisme moderne, donc sur la période, ce qu'on appelle la période moderne en Occident, avec la colonisation, l'impérialisme, etc. Notamment, je voulais m'intéresser probablement au cas de la Grande-Bretagne, puisque c'est à la fois là que les idées démocratiques peut-être se développent le plus précocement, en même temps que se développe le capitalisme le plus sauvage et le plus violent, dans une forme d'oligarchie assez sophistiquée. Je voulais aussi m'intéresser à des sujets peut-être un petit peu moins communs, comme le califat arabe, ou à des sociétés plus orientales ou américaines, précolombiennes. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Il y avait aussi pas mal de sociétés du Moyen-Âge ou de la Renaissance, comme les républiques italiennes qui m'intéressaient, ou la République islandaise. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les traiter, parce que tout ça, c'est un travail monstrueux de documentation et de réalisation. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire la République romaine. Ça, parce que c'est absolument important. Que pour comprendre le monde d'aujourd'hui, je pense que vous aurez pas mal de pistes à explorer. Notamment par rapport à tout ce que je vous ai dit sur l'oligarchie. Le fait que l'oligarchie tend à promouvoir le travail à bas coût, et finalement après le travail à bas coût, l'étape d'après c'est la capitalisation des moyens de production. Problème qui se pose éminemment aujourd'hui. Il y a un camion qui passe dans la rue et donc il va falloir que j'en fasse cette prise. J'espère que vous avez trouvé dans cette émission un certain nombre d'éléments qui vous parlent par rapport à la situation d'aujourd'hui, parce que je fais une émission d'histoire, mais en réalité je parle de nous aujourd'hui, hein. Clairement la réflexion elle est contemporaine. En parlant d'Athènes ou de Rome, j'essaie de vous parler de problèmes qui sont là aujourd'hui. Donc le problème de l'oligarchie, le problème de la démocratie, qui change de nature, ou en tout cas qui est pervertie, le problème de la cohabitation d'une oligarchie à côté d'une démocratie. Ça c'est assez complexe. Les mécanismes aussi qui font que l'oligarchie finit par essayer de toujours plus capitaliser les moyens de production au détriment du travail. Donc à l'époque c'était l'esclavage. Aujourd'hui, ce sera sans doute les machines ou les robots. Donc ça, c'est des problèmes qui se posent toujours. Et aussi, comment, dans un système où l'oligarchie a pris tant de place, comment les démocrates peuvent résister et mettre en place des moyens pour aussi empêcher l'oligarchie de capter tout le pouvoir et de continuer à creuser les inégalités. Parce qu'une oligarchie qui est partie dans ces mécaniques-là, elle a tendance à les mener jusqu'à leur terme. Quelles que soient ses idées morales ou autres, avant tout au pouvoir pour ses propres intérêts. Voilà, c'est tout pour cette saison.
N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. J'aime beaucoup lire vos commentaires et y répondre. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Donc je vous dis à bientôt sur Respublica Universalis, soit pour une autre saison d'Historia Universalis, soit pour une autre émission, parce qu'on a plein d'autres projets en chantier. Voilà, je vous fais des grosses bises. Salut!